On continue à échanger sur l'intelligence artificielle. Deuxième peut-être championne de l'intelligence artificielle. Bonjour David Cortés. Bonjour. Donc vous êtes fondateur de Evidence. Exactement. Et vous allez avoir 5 minutes pour convaincre le public et les auditeurs que vous êtes un futur champion de l'IA. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Merci. Donc, dur privilège de passer après des interlocuteurs de renom. En fait, nous, ce que l'on veut chez Evidence, donc David Cortés, c'est de garder autant que possible concrètement les algorithmes d'IA sous contrôle. Parce que le gros problème que l'on a constaté dans chacun des problèmes d'IA, c'est de se dire en fait l'adoption par les collaborateurs en entreprise et en général le frein. Des études du BCG en parlent. Donc nous, ce que l'on veut, c'est se baser sur l'explicabilité de ces algorithmes qui sont des boîtes noires. Et c'est là le nom du problème, est-ce que là, on est en transverse dans toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui. Boîte noire parce qu'en fait, ce sont des données très compliquées, avec des algos très compliqués, et à la fin, ça donne une machine à prédire, comme le rappelait Jacques Attali, à prédire, mais pas à prévoir. On ne modélise pas, on n'a pas d'intelligence là-dedans, c'est proche d'une intuition. Donc nous, ce que l'on veut, c'est très concrètement se dire une IA de confiance, une IA responsable, comme le rappelait Anne Bouvreau, c'est une IA qui va être éthique, c'est une IA qui va être robuste, et donc ça va se déverser dans une réglementation. Et l'éthique, ça va être essentiellement dire ce qu'elle fait et faire ce qu'elle dit pour veiller notamment aux non-discriminations et autres. Alors ça, on a eu le plaisir de pouvoir travailler ça avec des acteurs qui justement ont des grands parcs clients et donc être lauréat d'un tech sprint, d'un hackathon du régulateur financier, la CPR, parce que les banques et les assurances, leur métier, c'est de discriminer. Donc travailler sur ce point-là, ça permet ensuite de l'étendre à d'autres. La robustesse, c'est essentiellement de se dire quand on a une IA qui va être embarquée dans un système véhicule autonome, IA critique, il faudra que globalement l'algorithme se comporte bien. Et là encore, par essence, c'est pas immédiat. Donc là, ce qui se passe au niveau français, c'est notamment ce qui est le collectif Confiance.ai, qui regroupe les grands noms de l'industrie et puis les grands noms de la recherche, CEA, INRIA et autres, et qui a convié aussi quelques startups, dont nous, à pouvoir innover sur ces problématiques-là. Et donc, on a pu intervenir sur, par exemple, des détections d'anomalies sur des grands sites industriels de façon explicable, pour limiter les faux positifs, par exemple. Et donc permettre cette robustesse et notamment de se dire que dans le temps, les algorithmes perdent en général en performance. Avec ce genre d'approche-là, on peut arriver à compenser un peu ça. Voilà, donc expliquer en fait très concrètement, c'est très divers et ça nécessite de s'adapter à chacun en fonction de ses enjeux, en fonction de sa connaissance technique. Et donc expliquer à un client final, ce ne sera pas comme expliquer comme un collaborateur, ce ne sera pas comme expliquer à un régulateur, ça sera donner des perspectives, ça sera de l'acceptation, mais ça sera aussi de l'adoption, ça sera aussi justement la préparation des conformités. Et en fait, au centre de tout ça, il y a les interactions entre l'expert qui va concevoir le modèle et puis celui qui va l'utiliser dans la vraie vie et qui va prendre la responsabilité des décisions. Donc nous, on s'est focalisé sur un outil qu'on appelle Antakia, et qui se propose de justement expliquer le fonctionnement d'une grosse boîte noire d'IA au niveau où c'est le plus important, c'est-à-dire au niveau où il y a déjà une connaissance humaine préalable, une connaissance experte, et on va pouvoir bâtir à partir de cette connaissance-là pour enrichir la connaissance. Donc on est à valoriser les intelligences artificielles par les intelligences humaines et réciproquement. Dans les faits, 90% des usages hors IA générative, c'est quand même de ça dont il s'agit en entreprise. Alors justement, qu'est-ce que ça change l'IA générative dans tout ça? Alors c'est encore plus compliqué, mais nous, ça nous renforce dans notre vision. Alors notre approche en Takia, c'est une démarche essentiellement cartésienne, c'est-à-dire qu'on a un gros problème compliqué d'IA, un cas d'usage, et puis on va essayer de trouver des zones plus simples dans lesquelles le modèle lui-même sera plus simple, et petit bout par petit bout, on va empiler des briques solides pour arriver à avoir une connaissance du modèle global. Donc se positionner au bon niveau de zoom pour comprendre tout ça. Alors ça nous amène vers une plaque de friction entre ce qui est culture un peu plus anglo-saxonne, David
Hume et autres, qui est une culture qui est beaucoup plus méditerranéenne, hein, culture grecque, et puis nous on appelait Antakya, c'est Antioche, c'était l'idée de mosaïque. Et dans cette quête-là, Marseille a joué un rôle important avec l'université de Lumini pour la programmation logique et les premiers systèmes qui ont donné un plan au niveau japonais. Donc nous, on est convaincus que justement, c'est en mêlant les deux, une approche qu'on appellera IA logique, symbolique, et puis une approche qui va être IA statistique, qui est celle qu'on utilise majoritairement là-dedans, que les prochaines IA vont se déployer. Et donc nous, par l'explication, on se dit qu'on sera capable ensuite de substituer zone de fonctionnement par zone de fonctionnement, segment de population par segment de population, les IA boîte noire par des IA plus explicables et tout aussi performantes. Je vous remercie beaucoup. Merci, à votre disposition. Merci, David Cortès. La prochaine table ronde aborde un sujet ô combien prégnant, c'est le sujet des talents, épée de Damoclès sur les entreprises de l'IA avec Sylvain Roland. Merci.